santé. Un autre enjeu, en termes de services à la population, dont on ne va clairement pas donner, c'est le transport en commun. Dans le transport en commun, on a un recul sur ce qu'on appelle les montants alloués au maintien des infrastructures, au maintien des actifs. C'est une réduction d'environ 258 millions de dollars pour la STM. Puis pour moi, c'est clair. C'est clair que la CAQ est en train d'abandonner Montréal, est en train d'abandonner les transports en commun, qui est nécessaire. Le maintien des actifs, là, c'est s'occuper du métro de Montréal, qui est un des métros le plus utilisé en Amérique du Nord. C'est un métro qui est le plus utilisé au Canada, voire c'est notre seule structure de transport comme ça au Québec. C'est des milliers de personnes à chaque jour qui se rendent au travail, ils se rendent étudier, et c'est là que la CAQ a décidé de couper parce qu'il y a une réduction de 250 millions de dollars dans le budget promis, dans le budget des maintiens des actifs. Puis là, j'ai le goût de vous parler de ce qui se passe plus spécifiquement dans ma circonscription, parce qu'avec le plan québécois des infrastructures, la CAQ a annoncé un recul sur le projet du Grand Sud-Ouest qui va affecter des milliers de personnes dans le Grand Sud-Ouest de Montréal qui attendaient ce projet-là, un projet qui a été négocié avec la CAQ. Puis c'est un grand recul parce que ça va compromettre la mobilité des travailleurs et travailleuses, des gens qui doivent avoir... Le transport en commun, c'est un droit. C'est un droit, c'est un service public. Il faut le maintenir, mais ce qu'on voit déjà, ce sont des coupures qui vont avoir un effet néfaste dans la population. Et c'est ça l'austérité caquiste qui a été annoncée avec ce budget. Donc, comme je vous le disais, la réponse avec le budget de la CAQ, c'est couper, couper et couper. Je faisais le commentaire hier. On nous avait dit que M. Carlos Letao allait faire un retour en politique, mais moi, je ne savais pas que c'était pour la CAQ. Parce que la dernière fois qu'on a vu des annonces comme ça, c'était en 2015, avec le gouvernement libéral, avec le ministre Letao. Et c'est pratiquement la même chose que nous propose la CAQ. Ce qu'on va voir, c'est des coupures dans l'achat des équipements qui va avoir un effet sur la qualité de nos services et surtout des coupures dans les personnels parce que ces coupures-là sont déjà annoncées et ce qui peut entraîner des bris des services. La ministre responsable du Conseil des trésors l'a dit, le gel d'embauche dans la fonction publique va continuer malgré le départ à la retraite et ça veut dire des coupures des postes. Ces coupures des postes-là vont s'ajouter aux coupures des postes qu'on va voir dans le privé. C'est-à-dire que dans un ménage, si une personne travaille dans les industries qui vont être touchées par les tarifs de Trump, cette personne-là risque de perdre son emploi et peut-être son conjoint ou conjointe va de l'autre côté, perd son emploi aussi dans les coupures qu'on va vivre dans les services publics. Mais là, l'enjeu, puis c'est une des choses qu'on débat le moins ici dans cette Chambre, c'est de regarder la colonne des revenus. Parce que c'est là qu'on pourrait avoir plus de moyens pour protéger et réinvestir dans nos services publics sans creuser le déficit, c'est en allant chercher de nouveaux revenus. Des instituts comme l'IRIS ont récemment fait des propositions pour mettre à contribution les plus fortunés de notre société et les gouvernements refusent à chaque fois. Tous les gouvernements ont refusé à chaque fois d'envisager ce genre de mesures qui pourtant devraient en fait inévitablement être appliquées pour faire face aux défis du 21e siècle. Non seulement le gouvernement refuse d'aller chercher chez les millionnaires, les multimillionnaires, les milliardaires, les ressources nécessaires pour protéger nos services publics, mais en plus, je vous le disais, il a récemment fait un petit cadeau pour certains d'entre eux. Je veux nous rappeler que l'harmonisation du rehaussement du taux d'inclusion du gain en capital qui devait entrer en vigueur a été reportée. Mais pas le rehaussement de ce qu'on appelle l'exclusion pour ceux qui vendent une entreprise, qui a été porté de 1 million à 1,25 million. Donc, on a harmonisé le rehaussement du taux d'inclusion, mais on a gardé une autre exclusion. Et ceci, pour nous, c'est une mesure qui devrait demander une contribution supplémentaire aux riches, va finalement être laissée plus d'argent dans les poches de certains d'entre eux. Je poursuis aussi
en vous donnant d'autres exemples de comment aller chercher des revenus dans la colonne des revenus là où ils se trouvent. Le Québec est une juridiction qui a le moins de recours à ce qu'on appelle l'éco-fiscalité. Ça veut dire qu'aller chercher de l'argent tout en encourageant des bonnes pratiques environnementales. Mais ces mots ne figurent pas du tout dans le budget. Une autre façon d'aller chercher des revenus, c'est la part des transferts fédéraux dans le budget du Québec est sur une pente descendante. Il a passé de 21,6 % en 2019 en 2020 à une provision de 18,3 % pour 2029-2030. Clairement, ce qu'on voit ici, que la CAQ n'est pas capable d'aller chercher les sommes qui sont dues aux Québécois et Québécoises de la part du fédéral. Et ça, pour nous, c'est une façon d'aller chercher des revenus qui nous sont dus et qui pourraient venir nous aider en santé, en infrastructure, en transport en commun ou même la part du Québec pour l'assurance médicaments. Ce ne sont que des exemples de comment on aurait pu aller chercher des nouveaux revenus chez les personnes les plus fortunées de la société. Ça, c'est les 1 % qui accumulent de richesses à chaque année. Chez les personnes qui font des gains en capital énormes, qui dépassent les millions de dollars, d'aller chercher notre part du fédéral, mais on ne le fait pas assez. Puis bien sûr, on pourrait débattre de ce qu'on fait par rapport au fonds des générations et la dette, parce qu'on continue de verser des sommes au fonds des générations. Mais tout ça, ce n'est pas, quand on fait les versements, ce n'est pas un réel déficit parce que ça constitue plutôt une forme de remboursement de la dette. Pourtant, l'endettement du Québec, en ce moment, il est sous contrôle. Les économistes s'entendent sur le fait qu'au 31 mars 2025, la dette du Québec devait s'établir à peu près à 235,8 milliards de dollars, soit ce qu'on appelle 38,7 % du PIB. Puis ça, c'est un niveau inférieur à celui avant la pandémie. Avant la pandémie, là, on était à 40 % du PIB au mois de mars 2020. Dans d'autres mots, on se compare à d'autres pays de l'OCDE, la dette du Québec est tout à fait soutenable par rapport au PIB. Et c'est pour ça que nous, on ne va pas se déchirer la chemise sur le fait qu'il faudrait encore toujours rejoindre l'objectif d'un équilibre budgétaire, mais aussi, il y a des moments dans lesquels on peut remettre en question des déboursés dans les fonds de génération lorsqu'on a des crises. On a des crises à venir et répondre à ces crises-là. Les grands oubliés du budget, je le disais tout à l'heure, c'est le logement puis c'est l'environnement. Sur les logements, on n'a pas de nouvelles sommes pour construire des logements sociaux. Et ça m'inquiète énormément, Madame la Présidente. Je reçois des personnes dans mon bureau de circonscription. Tout dernièrement, j'ai le souvenir d'une travailleuse du communautaire qui est venue en larmes et en me disant « Il n'y en a pas de logement abordable. On est incapable d'en trouver. Même avec mon salaire d'intervenante sociale, je ne pourrais pas payer les hausses de loyer qu'on me demande. » Et on est en pleine crise du logement. Quand des travailleurs et travailleuses comme ça, en larmes, me disent qu'il n'y en a pas de logement abordable, on ne fait pas de logements sociaux, et la CAQ, ce qu'il fait, ce n'est pas augmenter le budget pour construire ces logements-là. C'est franchement inacceptable. On ne peut pas permettre ça. Je pourrais vous parler de tous les déficits environnementaux. Je pourrais vous parler aussi de comment on ne répond pas à la crise climatique avec aucune augmentation en environnement. C'est ça qui me scandale le plus. Et on va tout à l'heure, je pense tout le monde ici ensemble, devoir débattre pour donner des passe-droits à une entreprise étrangère, une multinationale comme Stablex. Et c'est ça le budget de la CAQ. On continue à donner des passe-droits à ces entreprises-là, mais on n'émet pas l'argent là où sont les urgences. On ne va pas chercher les revenus dont il faut aller chercher pour répondre aux crises. Alors, si je résume notre sentiment pour le budget, c'est un budget qui est austéritaire, qui va faire mal aux Québécois et Québécoises, il va affaiblir notre filet social au moment dont nous avons le plus besoin. Il ne va pas chercher des nouveaux revenus chez les plus fortunés, ceux et celles qui continuent d'accumuler des milliards de dollars. Il va plutôt encourager des coupures dans ce moment d'incertitude. C'est un budget qui va demander de serrer la ceinture aux gens ordinaires et qui va faire mal, très mal aux travailleurs et travailleuses. C'est un budget parce que la CAQ, ce qu'il fait, ignorait toutes les crises, la crise du logement, la crise de l'environnement. Mais vous savez, Madame la Présidente, nous allons continuer ici à travailler, à nous battre. On va dénoncer chaque coupure, chaque compression caquiste, parce que c'est ça, c'est tenir debout pour les gens du Québec.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée.